Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur TV5 Monde. L'ONG Open Arms a donc refusé l'offre de l'Espagne qui proposait d'accueillir son navire. Le voyage serait irréalisable selon le capitaine. Cela fait plus de 2 semaines maintenant que le bateau avec à son bord une centaine de migrants errent en Méditerranée en attendant un port d'accueil. À bord, la situation est explosive. Regardez les images commentées par Sophie Goldstein. Ils ont fini par se jeter à l'eau après avoir enfilé un gilet de sauvetage. Rallier la terre ferme, coûte que coûte. À bord, d'autres sont à bout de nerfs. Le fondateur de l'ONG espagnole Open Arms est, lui, exaspéré. Ça fait plusieurs jours qu'on avertit. Il y a des gens qui se jettent à l'eau. Il y a des bagarres, des crises de panique. Qu'est-ce qu'il faut de plus ? Intenable, Oscar Camps a lancé l'alerte samedi, faisant état d'une situation explosive et d'un risque élevé de suicide. Le navire humanitaire est en stand-by depuis 2 semaines à quelques milles de l'île italienne de Lampedusa. Plus d'une centaine de migrants en attente d'accueil. L'Italie, dit-il, a un devoir d'assistance. Samedi, 27 personnes ont effectivement pu débarquer en Italie. Rome a lâché la bride sur les mineurs non accompagnés à contre-cœur. Mais pour les 107 autres personnes, dont 2 mineurs, Matteo Salvini maintient son opposition. Le ministre de l'Intérieur d'extrême droite, qui a fait voler en éclats la coalition gouvernementale il y a 10 jours, cultive son image anti-migrant. Les sondages créditent son parti de 36 à 38% des voix. Le Premier ministre l'accuse d'être obsédé par les migrants. Salvini a renvoyé la balle à l'Espagne. Madrid, qui a accueilli plusieurs centaines de personnes ces derniers mois, se dit prêt à recevoir l'Open Arms à Algeciras, dans le sud, en attendant la répartition en discussion au sein de l'Union européenne. 6 pays ont été sollicités. La France est prête à accueillir 40 migrants de son côté, pourvu qu'ils soient éligibles au statut de réfugiés. Une solidarité européenne du bout des lèvres et un autre navire qui se profile à l'horizon, l'Océan Viking, 350 migrants à bord. Pour l'Open Arms, il n'est pas question de repartir vers l'Espagne. 6 jours de navigation supplémentaires seraient nécessaires. Le Soudan célèbre la signature de l'accord de transition vers un pouvoir civil. Des scènes de liesse ont eu lieu ce week-end dans les rues de Khartoum. Les documents ont été signés samedi entre les dirigeants militaires et la contestation. Attendu dimanche, la désignation du Conseil de transition a été reportée à ce lundi. En bref, l'état d'urgence a été décrété dans 2 provinces de l'Est du Tchad. Une décision prise par le président Idriss Déby pour les 3 prochains mois. Il réclame également le désarmement des civils après des affrontements meurtriers entre communautés qui ont fait des dizaines de morts au mois d'août. À présent, direction le Mali et cette question, les Nations Unies sont-elles capables de garantir la sécurité dans le centre du pays en proie aux violences ? Depuis fin avril, la MINUSMA est engagée dans l'opération Oryx pour protéger les civils contre les attaques djihadistes et communautaires. Regardez ce reportage dans le cercle de Bandiagara de Kaourou Magassa. Le commentaire est signé Théa Bazdarevich. Ce jour-là, un groupe de soldats de la MINUSMA fait route en direction de Gundaka, à 5 km de la base de Mopti. Il y a quelques semaines, des hommes armés ont attaqué le village. Depuis, les habitants vivent dans la peur. Les djihadistes ont tiré des coups de feu et ils sont partis avec le bétail. J'ai eu très peur. Quand tu vois des gens se faire tuer pendant qu'ils cultivent leurs champs, tu ne peux plus aller cultiver. Créée en 2013, la MINUSMA tente depuis 6 ans d'assurer le maintien de la paix au Mali. Mais les attaques djihadistes et les violences intercommunautaires persistent, notamment dans le centre du pays. Pire, elles sont en augmentation par rapport à 2018. Résultat, la mission onusienne est de plus en plus décriée. Dans certains villages, comme ici à Diombo-Lolei, les soldats ne sont plus les bienvenus. Il ne faut pas aller au conflit, ce n'est pas le but. Le but, c'est de se retirer, éventuellement de recréer une mission qui va revenir pour expliquer pédagogiquement le bienfait de la MINUSMA et ce qu'elle peut apporter. Mais les 13 000 hommes de la MINUSMA ne peuvent pas être partout. Le cercle de Bandiagara regroupe 420 villages, tous susceptibles d'être attaqués à tout moment. Kalifou Kologo en a fait l'amère expérience. Début janvier, il a fui son village de Dagandouma pour Fikou, où vivent désormais 300 déplacés.
Je ne fais pas confiance à la MINUSMA. La première fois qu'on les a appelés, ils ne sont pas venus. Comment puis-je leur faire confiance à nouveau? Cette méfiance, la responsable locale de la MINUSMA la comprend, mais elle tient à la relativiser. Ces patrouilles sur plusieurs axes dans certains villages ont permis quand même aux populations de faciliter les foires, les marchés ou de vaquer à certaines occupations. Mais comme on le sait, on n'a pas assez de troupes pour être partout à la fois. Depuis le début de l'année, les violences ont déjà fait plus de 440 morts. Une situation qui a poussé les Nations Unies à prolonger le mandat de la MINUSMA jusqu'en 2020. Des graffitis, c'est ce qu'il reste des rassemblements de masse ce week-end à Hong Kong. Dimanche, selon les manifestants, 1 700 000 personnes ont bravé la pluie et protesté de manière pacifique. Selon la police, ils étaient beaucoup moins nombreux. La mobilisation pro-démocratie reste intacte après 11 week-ends consécutifs de manifestations. Dans l'actualité également, le départ du pétrolier iranien retenu à Gibraltar a résonné depuis un mois par les forces britanniques. Le navire a levé l'ancre et ce, malgré les nombreuses demandes américaines de saisir le bateau. Les tensions entre Washington et Téhéran sont toujours aussi fortes. Après les fastes du château de Versailles il y a 2 ans, Emmanuel Macron reçoit ce lundi Vladimir Poutine au fort de Brégançon. Une rencontre qui vise à balayer les grands dossiers diplomatiques avant le sommet du G7 le week-end prochain à Biarritz. Un grand rendez-vous dont la Russie a été exclue en 2014 à cause de l'annexion de la Crimée. Le président russe est attendu vers 16h, heure de Paris. La résidence d'été des présidents, un outil diplomatique depuis une trentaine d'années. Les visites de responsables politiques y sont très fréquentes. Un sujet de Valérie Astruc et Xavier Romain. La table en plastique a été remplacée par du mobilier en bois un peu plus chic. Depuis les années 80, Brégançon est le théâtre de rencontres au sommet. La résidence d'été des présidents, d'abord, un outil diplomatique. François Mitterrand invite le premier un dirigeant étranger. La visite d'Helmut Kohl aboutit à établir un téléphone rouge entre les deux chefs d'État. Puis Jacques Chirac reçoit le président Bouteflika pour sceller la réconciliation franco-algérienne. Nicolas Sarkozy accueille la chef de la diplomatie américaine. Poignée de main insolite avec des touristes en maillot de bain. Enfin, Emmanuel Macron, l'année dernière, écoute Theresa May vendre le Brexit. Le fort varois permet de nouer des liens moins formels. Les chefs d'État peuvent se parler les yeux dans les yeux. Ils se regardent en face. Il n'y a pas ces entourages pléthoriques, il n'y a pas les médias à quelques centaines de mètres. Ils sont isolés, ils sont dans un petit salon et ils peuvent se dire les choses en face, même les plus désagréables. Vous allez bien ? Pour Emmanuel Macron, priorité à la diplomatie. À Brégançon, Vladimir Poutine viendra dîner. Écarté du G7, l'homme fort de Moscou revient dans le jeu. On a des rapports plus mauvais, plus stériles avec la Russie d'aujourd'hui qu'avec l'URSS à la fin, alors qu'elle était vraiment menaçante. Accueillir sur ce piton rocheux Helmut Kohl, Theresa May ou Vladimir Poutine, c'est aussi donner à voir la puissance de l'histoire de France. L'actualité des sports, comme chaque lundi, avec vous, Karine Henry. Bonjour. Du tennis, et David Goffin, qui cette nuit aux États-Unis espérait remporter le plus grand titre de sa carrière. Mais le problème, c'est qu'il a eu l'impression de jouer contre un mur. C'est ce qu'il dira après son match. À Cincinnati, le Belge disputait pour la première fois une finale de Master 1000. Mais voilà, en face, le mur, justement, c'était Daniil Medvedev. Alors oui, David Goffin, en haut de l'écran, a remporté le plus beau point de la première manche. Et un échange de 29 coups conclu par un revers hypersonique le long de la ligne. Mais voilà, au final, c'est Medvedev qui a été le plus puissant. Victoire en 2-7, 7-6, 6-4. Le Russe qui en fait son entrée dans le top 5 ce lundi. Un sérieux candidat pour le prochain US Open. Elle n'a pas raté sa première apparition de la saison en Ligue de Diamant d'athlétisme. Nafissa Toutiam a battu le record de Belgique en saut en longueur. Ouais, elle a même battu 2 fois dans la même journée. D'abord 6,74 m
14. Ensuite, 6,86 m à son 3e essai. Elle remporte cette épreuve à Birmingham, en Angleterre. La Belge qui s'offre un super cadeau d'anniversaire à la veille de ses 25 ans. Rendez-vous, alors ce sera à Doha pour les mondiaux d'athlétisme dans un peu plus d'un mois. Du volley maintenant et le retour de l'équipe de France féminine sur la scène européenne. Ouais, elle a été absente de la compétition durant 6 ans. Les volleyeuses disputeront l'Euro qui débute cette semaine. Et vous savez quoi, Vicky ? C'est un Belge qui a été choisi, oui, pour diriger cette nouvelle équipe. On voit cela avec Charline Madini et Sylvain Testor. Mettez ça bien dans votre petite tête. Si on a le melon, ok, et si on se comporte comme cela, la Finlande, ils vont nous manger tout cru. Alors pour l'Euro, les Françaises ont le droit à 3 semaines de préparation intense à Belfort. Matchs amicaux, entraînement et séances de musculation. Là, essayez de contrôler la balle. Un petit peu mieux, vous prenez l'espace en dehors du matériel. Arrivé il y a seulement un an au poste d'entraîneur, le Belge Émile Rousseau veut regarder plus loin. Tu types une 2e fois la balle et puis après, la 3e fois, tu attaques. Qualifié d'office pour Paris 2024, le volley féminin français espère enfin sortir de l'anonymat. Si on est 40e au niveau mondial, ça ne correspond pas du tout à ce qu'un pays comme la France devrait atteindre. Nous devons non seulement combler notre tard, mais en plus nous devons tenter de développer des qualités innovantes, supplémentaires, que les autres n'ont pas. Et ça, c'est un vrai projet qui doit se définir en marchant. Dans quelques jours, première étape de cette route presque tracée, avec les débuts en Turquie de cet Euro tant attendu. Des images renversantes pour terminer. L'élite mondiale du skateboard était réunie à Marseille. 80 riders réunis dans le Mythic Bowl du Prado à Marseille. Le skate qui fera son entrée au JO à Tokyo. Le Français Vincent Matteron, l'enfant du pays, champion de France de bowl espoir olympique, a terminé à la 6e place. Et puis sachez que chez les filles, c'est l'Australienne Poppy Olsen qui s'est imposée au bout de 7 minutes de finale alléchante. Merci beaucoup Karine Henry et c'est la fin de ce journal. Merci à vous pour votre fidélité. L'actualité c'est également sur notre site internet tv5monde.com. Excellente suite de programme à vous.